13h à Paris, ravi de vous retrouver sur France 24. Voici tout de suite les principaux titres de la prochaine heure d'information. L'ouverture du procès de l'attentat de Magnanville, on va évidemment y revenir. 7 ans après l'assassinat de 2 policiers à leur domicile, Mohamed Lamine Aberouz, complice présumé de l'assassin, comparaît devant la cour d'assises spéciale de Paris. Seul rescapé du drame, l'enfant du couple, n'assistera pas aux audiences. On va retrouver sur place dès le début de ce journal Karim Akiki pour faire le point sur l'ouverture donc de cette audience. Flot de réfugiés attendus en Arménie. Les habitants du Haut-Karabakh ont commencé à fuir la région. Nous sommes moins d'une semaine après le coup de force de Bakou. Et on s'attend aujourd'hui à une démonstration de force encore de l'Azerbaïdjan. Le président Ilham Aliyev devant recevoir son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Nouveau jeu d'alliance que nous allons décrypter avec notre invité du jour, c'est Laurent Lelekian, analyste politique. Et puis on retrouvera pour l'aspect humanitaire Taline Oudjian qui est notre correspondante en Arménie. Et puis vers la fin de la grève à Hollywood, 5 mois après le début du mouvement, le syndicat des scénaristes et les studios ont trouvé un accord préliminaire, une étape importante mais qui ne signifie pas pour autant la fin du mouvement, les acteurs restant toujours, vous le verrez, mobilisés. Et c'est un procès attendu de longue date qui s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le procès de l'attentat de Magnanville. L'accusé, Mohamed Lamine Aberouz, complice présumé de l'assassin de Jean-Baptiste Salvan, Jessica Schneider, son épouse. Il a décliné dans la salle d'audience ce matin son identité. L'affaire de ce couple de policiers tués dans leur pavillon avait heurté les esprits. Les faits s'étant produits sous les yeux de leur enfant, leur fils, âgé à l'époque de 3 ans. On va retrouver tout de suite au tribunal notre envoyé spécial, c'est Karim Akiki. Bonjour Karim. Cette affaire, peut-être commençons par là, dont tout le monde se souvient, même 7 ans après, en raison du caractère inédit et du traumatisme provoqué. Oui, elle a marqué les esprits, notamment ceux des forces de l'ordre qui ont été très marqués parce que l'attaque, vous le disiez, Elisabeth, a été perpétrée d'abord au domicile dans la sphère privée de ces 2 policiers. Et puis leur petit garçon de 3 ans était présent. Eh bien, nous avons eu beaucoup de policiers aujourd'hui qui étaient émus avant l'audience et pendant toute l'audience. Il y a un silence régné dans cette... Toute ma vie, je me souviendrai de ce petit garçon qui est arrivé juste après Magnanville. Voilà, liaison extrêmement difficile, Karim, puisque vous êtes régulièrement interrompu. On n'arrive pas vraiment à vous suivre. Alors, on va tenter de vous joindre peut-être un peu plus tard pour que vous nous expliquiez les enjeux, évidemment, de ce procès qui s'est ouvert ce matin. On va tenter de vous joindre un peu plus tard. Merci beaucoup à vous. Restez avec nous. On vous reparle de l'Arménie aujourd'hui, l'Arménie qui se prépare à accueillir un nouveau flot de réfugiés originaires du Haut-Karabakh. Selon le gouvernement arménien qui communiquait ces nouveaux chiffres tout à l'heure, 4 850 civils ont quitté la province et rejoint donc l'Arménie. Vous découvrez ici les images du corridor de Latchine. 120 000 personnes vivent actuellement dans la zone. Elles pourraient être tentées dans les prochains jours de fuir. Je vous propose d'écouter quelques réactions de réfugiés. C'est un cauchemar. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Mon village a été complètement bombardé. Tout le monde a fui et personne n'est resté. Et maintenant, nous sommes arrivés là. Ils nous ont dit soit vous partez, soit vous adoptez des passeports azerbaïdjanais. Nous sommes partis. Nous ne sommes pas du genre à accepter cela. Voilà, on va rejoindre d'un instant à l'autre Taline Oudjian, qui est notre correspondante en Arménie et qui se trouve à Goris, à une trentaine de kilomètres de la frontière, pour nous parler de l'aspect purement humanitaire. Avant cela, on retrouve Laurent Lelekian. Bonjour, notre invité du jour. Vous êtes analyste politique, spécialiste de l'Asie mineure et du Sud-Caucase. Peut-être un mot de ces réfugiés. On a des images qui nous parviennent au compte-gouttes. Évidemment, quelques rares témoignages, mais les derniers chiffres qui nous parviennent font état de près de 5000 personnes déjà arrivées en Arménie.
Oui, bien sûr, et ça va ne faire que croître et embellir, puisque, comme je vous l'ai déjà dit sur votre même plateau, ces gens-là ont entre le choix entre la valise ou le cercueil. Nous avons déjà eu des cas attestés de meurtres d'enfants, des enfants qui ont été tués non pas par des bombes, hein, mais tués délibérément après coup par des soldats azerbaïdjanais. Nous avons des cas attestés de mutilation de cadavres de soldats. Nous avons des cas attestés de désarménisation de certains bâtiments, des simples affiches publicitaires enfin, vous voyez, il y a une volonté d'éradication de toute présence, de tout ce qui peut rappeler une présence arménienne sur ce territoire. Donc, ces gens-là vont tous partir, absolument. Il y a 120 000 personnes qui habitent dans cette région. Est-ce qu'il faut s'attendre à une crise humanitaire d'ampleur aujourd'hui? Très certainement, je ne pense pas que l'Arménie, en dépit de la croissance économique qu'elle connaît, en dépit des conditions plutôt plus satisfaisantes que dans les pays avoisinants, l'Arménie reste un pays petit, avec peu de moyens, et n'aura pas les moyens d'accueillir un tel flot de population qui représente quasiment 3% de sa population. Donc, il va falloir de l'aide internationale. Le président Macron, hier, a parlé d'aide humanitaire. C'est bien, c'est très bien, mais c'est vraiment le minimum. On aurait aimé une aide politique et un soutien plus affirmé. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus? On a entendu cet appel à la solidarité internationale, une présence internationale aussi réclamée par l'Arménie. Oui, une présence de casques bleus en Arménie et au Karabakh. Au Karabakh, dont la question politique n'a toujours pas été résolue, quoi qu'en dise l'Azerbaïdjan, mais qu'il est en train de résoudre par la force, hein, par un état de fait, par l'épuration ethnique, parce que c'est à ça qu'on assiste. Et puis demain, il est très clair que demain, l'Azerbaïdjan poursuivra son avantage en envahissant la région sud de l'Arménie, le Syunik, et ce ne sont pas le manque d'assurance que nous donne l'Occident qui l'empêcheront de faire ça. Vous savez, quand on n'a rien dit en 1938 hein, pour l'Anschluss ou pour les Sudètes, on connaît la suite. Bon, là, c'est pareil. J'aimerais qu'on regarde ensemble, vous allez peut-être les découvrir ces images, Laurent Lélékian, qui viennent de nous parvenir. Ce sont celles de cette rencontre. C'est la séquence, évidemment, de ce début d'après-midi. Recep Tayyip Erdogan rencontrant Ilham Aliyev, allié d'Ankara. Donc, les voilà tous les deux qui se retrouvent. On se souvient de ces mots prononcés en juin dernier. Ils disaient vouloir accentuer leurs efforts pour ouvrir un couloir terrestre, dit corridor de Zangezur, reliant la Turquie au principal territoire de l'Azerbaïdjan via l'enclave du Nakhitchevan. Voilà ce projet, un vieux projet qui, au vu de ces images, va se concrétiser indéniablement. Alors écoutez, je ne sais pas ce qui va se concrétiser. Il y a des gens qui s'y opposeront peut-être. Les Russes veulent contrôler ce corridor. L'Arménie y est farouchement opposée, mais l'Arménie est extrêmement affaiblie. L'Iran peut s'y opposer parce que l'Iran ne tient pas du tout à ce que se concrétise ce vieux projet pan-turquiste. Il faut bien voir que derrière le corridor du Zangezur, c'est un continuum de population turcomane, finalement de Sainte-Sophie ou de Vienne, comme on disait à l'époque, jusqu'à la muraille de Chine. C'est ça le rêve que poursuivent toujours M. Aliyev et Erdogan. Et juste pour votre information, cette zone, ce Nakhitchevan, ce territoire autonome, enfin autrefois autonome de l'Azerbaïdjan, pour votre information, en 1900, c'était un territoire qui était peuplé à 70-80% d'Arméniens. Là, l'épuration ethnique a été menée à son terme dès 1930-1940. Eh bien, le sort du Karabakh, c'est la poursuite de ce projet. C'est la même chose. Et après, la troisième étape, ça sera cette région sud de l'Arménie, le Syunik. Justement, certains experts estiment que Bakou pourrait désormais chercher à pousser son avantage et lancer des opérations dans le sud de l'Arménie afin de créer une continuité territoriale. Ça vous paraît de plus en plus crédible? Non seulement c'est crédible, mais c'est déjà le cas. L'Azerbaïdjan occupe déjà, alors moi je ne suis pas sur place, mais selon les gens qui sont sur place, de 100 à 300 km² en territoire arménien proprement dit. C'est-à-dire, on ne parle pas du Karabakh là. Donc évidemment que c'est l'objectif. Et encore une fois, ça peut éventuellement intéresser les Russes dans la mesure où ils contrôleront, ils ont la vérité de contrôler ce corridor. Ça intéressera très certainement la Turquie. Je ne vois pas que l'Occident, qui est en dessous de tout dans cette affaire, s'y oppose. Et les seuls qui pourront peut-être s'y opposer, mais ont-ils les moyens de le faire réellement, c'est l'Iran, qui se sentira d'autant plus menacé que l'Azerbaïdjan a noué un partenariat avec Israël et que l'Azerbaïdjan sert de base arrière à Israël pour espionner le territoire iranien.
Vous parlez de la Russie, un mot peut-être de cette petite phrase lâchée tout à l'heure par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. L'Arménie reste notre allié, un gouvernement proche, un peuple qui nous est proche. Le Kremlin qui répond ainsi aux critiques sur les forces russes du maintien de la paix, formulées ces dernières heures par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Écoutez, l'amitié alléguée par M. Peskov et par la Russie est à peu près de la même valeur que l'amitié alléguée par la France. C'est-à-dire que ce sont des mots. En pratique, il n'y a rien. On peut le penser, on peut s'illusionner à le croire, mais ça ne change rien. Ce que la Russie cherche, c'est à éliminer M. Pachinian, qui représente, quoi qu'on pense de M. Pachinian, une aspiration, une inclination démocratique au milieu d'autocratie. Et ça ne plaît pas évidemment ni à Aliyev, ni à Erdogan, et ni à M. Poutine. Donc l'objectif de la Russie, c'est effectivement de garder l'Arménie dans son escarcelle, d'y adjoindre l'Azerbaïdjan, mais avec des autocrates à l'image de M. Poutine. Voilà. Et il est dommageable que s'il existe une solidarité des autocraties, il n'existe pas de solidarité des démocraties. Merci beaucoup Laurent Lelekian, merci d'avoir été notre invité du jour. Je me tourne à présent vers vous, Taline Oundjian, qui nous a rejoint, notre correspondante en Arménie. Vous vous trouvez précisément à Goris aujourd'hui, à une trentaine de kilomètres de la frontière. Vous étiez ce matin, au point humanitaire de Kornizor, où des milliers de réfugiés affluent. Les derniers chiffres officiels qui nous ont été communiqués ne sont pas évidemment communiqués en temps réel, mais faisaient état de près de 5000 réfugiés. Oui, ils sont déjà des milliers à avoir fui vers l'Arménie depuis le Haut-Karabakh. Et on l'a bien vu ce matin à ce premier point humanitaire qui se trouve au village frontalier de Kornizor. Les gens qui passent par ce point pour s'enregistrer, avoir un encas et un peu d'eau, eh bien, ils s'enchaînent. Les enregistrements se suivent les uns aux autres. Une population qui est épuisée, un brin soulagé peut-être de se sentir enfin en sécurité, mais dépité d'avoir dû tout laisser derrière eux. Ce matin, on voyait des vidéos de journalistes à Stepanakert qui montraient des maisons en flammes. Les gens préfèrent brûler leurs maisons plutôt que de les laisser entre les mains des forces azerbaïdjanaises. Le gouvernement arménien s'est dit prêt à accueillir 40 000 personnes, mais les autorités s'attendent à ce que la majorité des 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh ne quittent l'enclave. Un peu plus tôt à la frontière, nous avons pu voir des dizaines de personnes qui attendent que leurs proches passent côté arménien. Et l'un d'eux nous disait « Nous n'attendons pas seulement nos familles, nous attendons tout le Haut-Karabakh ». Ils disent ne pas se sentir en sécurité alors que les troupes azerbaïdjanaises entourent la ville de Stepanakert. Et les gens avec qui on a pu parler, ils nous témoignaient de la violence des attaques qui ont eu lieu ce 19 septembre. Et ils ne voient pas comment une cohabitation pacifique pourrait se faire. Et qui plus est, on est toujours dans l'incertitude quant au réel bilan humain de ces attaques alors que des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Ces réfugiés, pour certains d'entre eux, ils ont déjà vécu 4 guerres, donc c'est une population qui est éreintée. Ils ne souhaitent pas vraiment parler avec les journalistes, d'une part de par leur épuisement, bien sûr, mais aussi parce qu'ils se sentent quelque peu abandonnés par la communauté internationale. Le ministre des Affaires étrangères arménien appelait à l'ONU à ce qu'une mission soit envoyée. On ne voit aucun signe de cela pour le moment, mais côté américain, eh bien Samantha Power, qui est la conseillère médiatique de l'agence des États-Unis pour le développement international. Elle vient d'arriver en Arménie. Elle tiendra une conférence de presse aujourd'hui à Yerevan et demain à Goris où nous nous trouvons. Ville de Goris où des milliers de réfugiés ne savent pas de quoi demain sera fait, ou vont-ils être déplacés ailleurs et dans quelles conditions. En tout cas, l'exode continue alors que de nombreux chercheurs et organisations internationales alertaient ces derniers mois sur le risque d'une épuration ethnique du Haut-Karabakh. Taline, peut-être un dernier mot sur cette séquence qu'on évoquait à l'instant avec Monsieur Lelekian. Séquence évidemment très, très symbolique, la rencontre entre les présidents azerbaïdjanais et turcs, Recep Tayyip Erdogan. Oui, ils se rencontrent dans cette exclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan. C'est un signal fort qui est envoyé, qui montre la détermination des deux nations à ce que le corridor de Zangezur, comme ils l'appellent, soit mis en place. C'est une route, le projet en tout cas d'une route qui relierait cette enclave du Nakhitchevan à l'Azerbaïdjan. Alors qu'aujourd'hui, ici en Arménie, ce que craint la population, c'est que la prochaine étape des troupes azerbaïdjanaises, ce soit des attaques en Arménie même, parce
particulièrement aux sunnites où je me trouve en ce moment hors ce projet de route. Eh bien, dans les accords de cessez-le-feu de la guerre de 2020, il était mentionné qu'il y aurait des voies de communication mises en place, mais pas une route qui serait hors de contrôle de l'Arménie. Et l'Iran, elle aussi, a indiqué qu'elle ne tolérerait aucun changement à sa frontière. Au lendemain de l'offensive qu'a menée l'Azerbaïdjan mardi 19 septembre, eh bien, l'Azerbaïdjan a indiqué déjà que l'Arménie ne remplissait pas son devoir d'ouvrir un tel corridor, mais le président Ilham Aliyev n'a jamais caché son intention de revenir vers ce qu'il appelle l'Azerbaïdjan occidental. Merci beaucoup Taline Ndian en direct donc de Goris pour France 24.